La situation sécuritaire dans le bassin du lac Tchad, au centre de l'audience accordée par le chef de l'État au ministre d'État à la présidence du Niger, c'était ce vendredi, en fin de matinée au palais présidentiel. La Côte d'Ivoire est invitée à la 8e conférence européenne sur le thon à Bruxelles. L'annonce a été faite par le ministre des Ressources animales et halieutiques à Paris. Le ministre de la Culture et de la Francophonie fait le bilan de la participation ivoirienne au FESPACO, bilan positif selon Maurice Wakou-Bandama. À l'étranger, les Israéliens sont appelés aux urnes mardi pour des élections législatives très incertaines pour le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu ce vendredi 13 mars en fin de matinée avec le ministre d'État à la présidence du Niger, Mohamed Bazoum. Au menu de la rencontre, la situation sécuritaire dans le bassin du lac Tchad. Compte rendu signé Awa Touré. L'offensive régionale contre Boko Haram dans le bassin du lac Tchad. Le ministre d'État à la présidence de la République du Niger, Mohamed Bazoum, est venu faire au président de la République Alassane Ouattara le point de l'évolution de la situation sur le front de la lutte contre les islamistes de Boko Haram. Nous avons un contingent de l'armée du Niger qui est présentement engagé dans la mise en œuvre de la décision que nous avons prise dans le cadre de la commission du bassin du lac Tchad, constituant à mettre en place une force multinationale. Et mon message était de dire au président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, que le Niger maîtrise sa frontière, que sa sécurité est totalement assurée, qu'à l'intérieur également, le dispositif que nous avons mis en place au niveau de la police nous a permis de découvrir des choses que nous ignorions totalement et que, de façon générale, c'est une situation qui évolue positivement. Nos troupes sont déjà engagées sur le front à l'intérieur du Nigeria et nous souhaitons que tout cela finisse avec le succès escompté par la communauté internationale. Il est important que le président Alassane Ouattara, pour le rôle qu'il joue en Afrique de l'Ouest, soit tenu informé par ses pairs de l'évolution des situations de cette nature. Face aux attaques des islamistes dans la région du lac Tchad, le Niger, le Cameroun et le Tchad ont lancé fin janvier une offensive régionale contre Boko Haram. On s'intéresse maintenant aux activités du chef du gouvernement qui a eu une séance de travail avec une délégation d'entrepreneurs marocains en charge des travaux de la baie de Cocody. Au centre des échanges, les avancées du projet. Daniel Kablan-Duncan a également reçu le représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Et là, il a été essentiellement question de sécurité alimentaire. Compte rendu, Alexis Ouedraogo. Odeurs nauséabondes, insécurité, spectacle écœurant d'ordures entassées à ses bords, la baie de Cocody n'a pas fière allure. Pour y remédier, le gouvernement veut l'assainir. Séduit par l'aménagement des bords de lagune du royaume chérifien, le chef de l'État a obtenu du Maroc la mise en œuvre et le financement de la restauration de la baie de Cocody. Mercredi, le premier responsable du projet était à la primature. Il a présenté au chef du gouvernement les avancées de ce projet. Nous sommes ensemble pour avancer, pour que la baie de Cocody retrouve son bleu, retrouve, je dirais, ce qui était avant, parce que quand on rencontre les citoyens, que ce soit ici ou au Maroc, la Côte d'Ivoire, ils se félicitent et ils seront contents demain de voir cette baie retrouver son bleu et retrouver un projet d'ailleurs d'une marina, une corniche, un parc, et ceci bien sûr au cœur d'Abidjan. Et quand on démarrera ce projet ensemble, on ne va pas s'arrêter et on s'arrêtera quand la lagune deviendra bleue, Inch'Allah, comme on dit chez nous.
Financé par le Royaume du Maroc, l'aménagement complet de la baie comprendra la construction d'un chenal du carrefour Indénia à la lagune. Il permettra de drainer l'important volume d'eau de pluie en provenance d'Abobo. La construction d'un dallo enjambant le chenal permettra l'évacuation du trafic routier, quand la construction d'un viaduc à double circulation permettra de rejoindre la corniche. La réouverture de l'embouchure est aussi annoncée. Une fois terminée, cette baie devrait donner fière allure à la capitale ivoirienne. Plus tard dans la soirée, Daniel Kabon-Duncan a aussi reçu Germain Da Silva, représentant de la FAO en Côte d'Ivoire. Il avait à ses côtés le ministre des Ressources halieutiques. Les questions de sécurité alimentaire et de lutte conjointe contre la peste chez les petits ruminants étaient à l'ordre du jour. Le protocole de Kyoto de 2008-2012 pour stabiliser le réchauffement climatique n'a, semble-t-il, pas atteint ses objectifs, ce qui a amené la communauté internationale à réfléchir à un nouvel accord d'ici 2015. Les pays sont mis à contribution et c'est ce qui explique la tenue de l'atelier d'information et de sensibilisation des contributions intentionnelles. Il est organisé par le ministère de l'Environnement et le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. Le point des travaux avec Ami Sissoko. Les activités humaines ont conduit à une augmentation de la température moyenne à la surface de la Terre par l'émission du gaz à effet de serre. Ce gaz dégagé est à la base du réchauffement climatique. Un réchauffement qui a des impacts négatifs sur la nature, la production alimentaire et sur la population. Plusieurs accords ont été signés, notamment le protocole de Kyoto au Japon pour la période 2008-2012. Objectif, réduire entre autres la hausse des températures de la planète de 2 degrés Celsius. Mais les objectifs n'ont pas été atteints. Face à cet échec, un nouvel accord sera négocié à Paris, en France, en décembre prochain par la communauté internationale. La Côte d'Ivoire est invitée à préparer et soumettre ses intentions. La Côte d'Ivoire va prendre l'engagement de comment est-ce que nous pouvons contribuer à cet accord par la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc des secteurs clés seront explorés, l'énergie, l'agriculture, la foresterie, l'industrie, le secteur des déchets sont des secteurs dans lesquels nous pouvons atteindre l'objectif de réduction au niveau national. Beaucoup de choses se sont faites déjà en Côte d'Ivoire, le cheminement s'affine et nous avons aussi des expériences importantes réalisées ailleurs sur le continent. Et c'est cet effort de capitalisation qui peut permettre de définir des pratiques, des nouveaux modes de production et de consommation et de définir des programmes d'accompagnement structurants, efficaces et rationnels. Le Fonds pour l'environnement mondial a octroyé à travers le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, plus de 300 millions de francs CFA pour l'élaboration des contributions de la Côte d'Ivoire. Ainsi, avant validation, le document sera soumis à l'approbation de l'Assemblée nationale. Ce communiqué de presse émanant du ministère des Transports, suite aux annonces propagées à travers les réseaux sociaux, le ministre des Transports informe la population que l'autorité américaine de l'aviation civile a procédé à un audit de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan du lundi 2 au vendredi 6 mars 2015. Cet audit vise à évaluer le niveau de sûreté de l'aéroport d'Abidjan en vue d'autoriser la réalisation de vols directs à destination des États-Unis d'Amérique à partir de l'aéroport d'Abidjan. Le résultat de cet audit sera transmis aux autorités ivoiriennes au plus tard le 31 mai 2015 et fera l'objet d'un communiqué officiel. C'est signé du ministre Gaoussou Touré, qui est le ministre des Transports, et c'est fait à Abidjan le 13 mars 2015. La Côte d'Ivoire sera présente à la 5e conférence européenne sur le thon prévue à Bruxelles du 20 au 23 avril prochain. Cette rencontre va permettre de disposer d'informations utiles sur les tendances mondiales de la pêche et les défis du marché européen. L'annonce a été faite par le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Adjumani, au cours de la séance de travail qu'il a eue avec les opérateurs du secteur du thon en France. Reportage Hugues Véblé. C'est une nouvelle qu'ils attendaient depuis un moment à ces autres opérateurs de la filière thon en Côte d'Ivoire qu'il a rencontrés en France. En marge du salon de l'agriculture, le ministre des Ressources animales et halieutiques a expliqué que les tests liés à la zone franche sont fin prêts.
Le régime d'entreprise franche de transformation des produits halieutiques en Côte d'Ivoire sera donc bientôt en application avec l'aval du Premier ministre Danaka Blanc Duncan. Autre sujet évoqué au cours des échanges, la 5e conférence européenne au mois d'avril. Elle va se pencher sur les problèmes importants que rencontre actuellement l'industrie du thon en Europe et au-delà, permettre d'obtenir des informations sur sa dynamique. La Côte d'Ivoire y est invitée. Il me paraissait important que la conférence qui se tient dans un mois et demi à Bruxelles bénéficie de la présence de la Côte d'Ivoire, en la personne de M. le ministre, qui pourrait représenter, être invité d'honneur à cette conférence où vont être débattues toutes les questions relatives à l'approvisionnement de l'Europe en thon. Et vous savez que la Côte d'Ivoire joue un rôle extrêmement important dans ce domaine. Nous allons partir donc à cette conférence-là en tant que président de la COMAFAT qui compose 22 pays. Nous allons faire entendre la voix de ces pays-là qui sont riverains de l'océan Atlantique et qui tous œuvrent pour le secteur thonier. La Côte d'Ivoire, qui sera à l'honneur à la 5e conférence européenne sur le thon, a abrité en septembre 2014 la conférence internationale et exposition sur le thon en Afrique, à Touna, qui a réuni l'ensemble des pays membres de l'Organisation internationale du thon. Et ce sont des emplois en perspective. L'usine d'égrenage de coton de la CIDT de Séguéla vient de rouvrir ses portes à la grande joie des acteurs de la filière coton. Elle était en cessation d'activité depuis 13 ans. Elle est l'usine la plus performante de la CIDT en Côte d'Ivoire. Sa réouverture a été faite par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, cadre de la région du Ouorodougou. Abou Sanogo pour les détails. Après 13 années de cessation d'activité, l'usine d'égrenage de la compagnie ivoirienne pour le développement des textiles, CIDT, est désormais opérationnelle pour le bonheur des acteurs de la filière coton. Elle est la dernière née des 4 usines de la CIDT, la plus moderne et la plus performante de cette structure. Sa réouverture a été faite en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Après sa réhabilitation, cette usine s'est davantage modernisée. Avec l'ouverture de Séguéla, nous sommes sûrs que la capacité d'égrenage de cette usine, qui est de 300 à 400 tonnes par jour, sera pleinement remplie. Car, par le passé, Séguéla nous l'a prouvé en produisant ici 37 000 tonnes de coton graine. Cette usine a été fermée depuis longtemps. Aujourd'hui, voir qu'elle s'ouvre à nouveau, c'est un sentiment de joie qui m'anime. Nous, en tant que fils de cette région, c'est une grande joie pour nous. Parce qu'aujourd'hui, les 1 million d'emplois que le président Ouattara a promis à la jeunesse ivoirienne, nous avons atteint l'objectif. Parrain de cette réouverture, le ministre d'État Ahmed Bakayoko a traduit aux populations de Séguéla les salutations du chef de l'État Alassane Ouattara. Ahmed Bakayoko a également appelé les cadres de la région du Ouorodougou à l'union et au travail, non sans saluer la CIDT pour la reprise effective de ses activités. Soyons unis au nom de tous les cadres, de mes aînés, le président Issou Bakayoko, le ministre Amadou Soumaoro, et en votre nom à tous, je veux dire merci à la CIDT. C'est un acte important pour le développement, pour l'économie de la région. Et je vous promets, très bientôt, nous aurons également une grande usine pour la Dakar. Bâtie sur une superficie de 19 hectares, l'usine d'égrenage de la CIDT de Séguéla a une capacité nominale de 40 000 tonnes de coton-graine. Elle est dotée de graineuses Lumux. Au nom de la fondation Mayama, le ministre d'État Ahmed Bakayoko a offert la somme de 20 millions aux femmes de Séguéla qui sont dans la culture du coton. Le processus de rapatriement volontaire des réfugiés ivoiriens du Libéria a nouveau relancé. Il avait été momentanément interrompu suite à la fermeture des frontières terrestres entre la Côte d'Ivoire et le Libéria du fait de l'épidémie à virus Ebola. Une commission tripartite Côte d'Ivoire, HCA, Libéria a examiné les modalités pratiques de la reprise du rapatriement volontaire de ces réfugiés ivoiriens. Christiane Ménan pour les détails. Environ 8000 réfugiés ivoiriens vivant au Libéria, prêts à revenir dans leur patrie d'origine. C'est ce que révèle une étude menée auprès des 38 000 réfugiés résidant dans les camps tenus par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
L'organisation, avec les gouvernements ivoiriens et libériens, a tenu la 4e réunion de la commission tripartite sur le rapatriement volontaire des réfugiés ivoiriens. Le retour est volontaire. Nous sensibilisons, nous relayons le message du président. Aujourd'hui où la paix est revenue et que le pays est en chantier, comme on le dit, on est au travail, il est bon qu'ils reviennent et prennent la place qui leur revient de droit dans ce concert-là. Diverses vagues de rapatriement volontaire se sont suivies et ont permis de réduire de 200 000 à 38 000 le nombre de réfugiés ivoiriens vivant au Libéria. Des rapatriements interrompus par la flambée épidémique de fièvre à virus Ebola survenue au Libéria. Des dispositions ont été prises au cours de cette réunion. Elles concernent la réintégration sociale et scolaire des réfugiés, mais aussi l'organisation de couloirs humanitaires qui devraient requérir l'appui de l'Organisation mondiale de la santé. Autre recommandation pratique, la reprise du rapatriement volontaire dès le 6 avril 2015. Sont enfin prévues des missions de sensibilisation de part et d'autre afin d'encourager le retour volontaire du maximum de réfugiés ivoiriens. La condition de la femme dans le monde est à l'ordre du jour aux Nations Unies. La 5e session ONU Femmes est essentiellement consacrée au bilan des recommandations de Beijing 20 ans après. La Côte d'Ivoire est représentée par la ministre de la Femme, de la Famille, de la Solidarité de l'Enfant qui a relevé les acquis dans son pays. Mesdames et messieurs, 20 ans après la conférence de Beijing, mon pays enregistre les avancées suivantes au niveau juridique et institutionnel. Nous avons entamé la révision de nos textes conformément aux recommandations internationales et régionales en vue de l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment la loi sur le mariage et le code de la nationalité. Au niveau des mécanismes de coordination et de suivi, l'on note la création d'un observatoire national de l'équité et du genre, la mise en place du Conseil national de la femme, la création de plateformes de lutte contre les violences basées sur le genre, la création du réseau national pour la promotion de l'éducation des filles. Au niveau de l'autonomisation socio-économique des femmes et de la lutte contre la pauvreté, l'État a renforcé les fonds d'appui aux femmes d'un montant de 5 milliards de francs CFA, soit 10 millions de dollars, contre 1 milliard de francs CFA, soit 2 millions de dollars. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, bien que de nombreuses actions aient été entreprises, 2 défis majeurs restent à relever: la lutte contre l'analphabétisme féminin, l'élimination des pesanteurs socio-culturelles. Le facteur déterminant qui a contribué au progrès accompli dans la mise en œuvre du plan d'action de Beijing est l'affirmation de la volonté politique du chef de l'État. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence, M. Alassane Ouattara, qui est profondément attaché à la justice sociale et à l'égalité des chances, a inscrit l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes dans le projet de gouvernement qu'il a porté au pouvoir en octobre 2010. Après les femmes, la jeunesse, une autre préoccupation du président de la République qui veut mettre la jeunesse au cœur des préoccupations des décideurs. C'est cet objectif que veut atteindre le comité d'organisation des 4e assises de la jeunesse. L'annonce a été faite mardi dernier au cours de la cérémonie de lancement au plateau. Cette édition des assises de la jeunesse se tiendra du 23 au 26 mars autour du thème « Investir dans la jeunesse, un pari pour l'avenir ». Ahmed Traoré, Maïsako. La 4e édition des Assises de la jeunesse ambitionne de réunir les jeunes, les pouvoirs publics et les partenaires au développement. Et ce, pour réfléchir, échanger avec les jeunes, mais aussi les aider à relever les défis de développement auxquels ils sont confrontés. Investir dans la jeunesse, un pari pour l'avenir, c'est le thème de ces assises qui attendent 20 000 personnes. Une initiative jugée opportune par les participants. Nous sommes très heureux qu'il y ait des assises pour les jeunes. Parce que c'est pendant ces assises que les étudiants, les jeunes peuvent venir exprimer leurs problèmes afin que des solutions soient trouvées. Pour que l'avenir du pays soit assuré, il faudrait que la jeunesse soit mieux outillée en ce qui concerne notamment la formation et que cette formation ne soit pas vaine, mais que la jeunesse soit réinsérée. À la question de savoir si les résolutions de ces assises garantiront un emploi aux jeunes, Mamadou Touré, président du comité d'organisation, est sans détour. Les assises seront l'occasion pour les jeunes
de se retrouver avec donc des entreprises, des cabinets de recrutement, où ils essayeront de saisir des opportunités en termes de stage et d'emploi. Et je suis heureux que beaucoup d'entreprises aient décidé donc de nous accompagner dans le cadre de ces assises. Ce sont près d'1 millier de postes de stage ou d'emploi que les jeunes pourront saisir en termes d'opportunités. Les assises de la jeunesse se présentent comme un forum d'échange entre les jeunes, les décideurs publics et les partenaires au développement. Elles visent à permettre aux jeunes d'apporter leur contribution aux différentes problématiques les concernant. La 4e édition se tiendra cette année du 23 au 28 mars au Palais des Sports de Trècheville. Un accident de la circulation s'est produit ce vendredi aux alentours de 14 h au carrefour de la Sodemi, c'est pas très loin de la RTI. 2 véhicules roulant dans les deux sens se sont percutés avant que l'un ne se retrouve avec les 4 roues en l'air. À l'origine, selon des témoins de la scène, l'imprudence du chauffeur de l'un des véhicules qui n'aurait pas respecté le feu rouge. Le spectacle à voir était affolant. Les 2 véhicules sont endommagés. Heureusement, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. L'occupant du véhicule renversé s'en est sorti avec des blessures légères et a été très vite conduit vers un centre de santé par les sapeurs-pompiers militaires. En marge de la visite d'État du président de la République dans le Bas-Sassandra, la ministre de l'Éducation nationale a visité le CAFOP. C'était le samedi 7 mars à San Pedro, reportage Abou Sanogo. Visite de Kandia Kamisoko Kamara sur le site choisi pour la construction du centre d'animation et de formation pédagogique de San Pedro. Objectif, s'imprégner de l'état d'avancement des travaux. Je suis très heureuse d'observer que les travaux s'exécutent normalement parce que le chantier a commencé il y a seulement quelques mois. Mais d'après le responsable du chantier, les travaux vont s'achever dans 2 mois. Parce que nous devons organiser très bientôt le concours de CAFOP. Donc dès que ce chantier-là sera achevé, nous allons affecter ici les prochains élèves maîtres qui seront admis au concours de CAFOP. La future école chargée de former des instituteurs sera bâtie sur une superficie de 7 hectares. Elle va comporter 4 bâtiments R+1 comprenant 12 salles pédagogiques, des bâtiments administratifs, une salle polyvalente, 2 blocs sanitaires, une cantine, des toilettes et des aires de jeu. Le CAFOP de San Pedro sera opérationnel dès la rentrée scolaire prochaine. D'autres réalisations vont suivre, a indiqué le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. En plus de ce CAFOP, nous avons en projet la construction d'un lycée de jeunes filles avec internat. Il y aura un lycée d'excellence qui sera construit à San Pedro et un lycée technique. Nous avons décidé de construire des lycées régionaux, tout comme les lycées d'excellence et les lycées techniques. Nous voulons décentraliser l'école. Le CAFOP de San Pedro, dont le coût est évalué à environ 250 millions de francs CFA, est situé à l'entrée sud-est de la ville balnéaire, sur l'axe San Pedro-Soubré-Sassandra-Méagui. Située dans le sud-ouest, dans la région de l'Odjibois, Lakota ne veut pas rester en marge du développement. Longtemps classée comme une ville morte du fait de problèmes d'électricité et de voirie. Les autorités locales ont décidé de sortir la ville de sa léthargie, et cela grâce au programme d'aménagement et d'embellissement de la ville. Sidonie Davila. Située à 3 km après une artère sur la gauche à partir de l'axe routier d'Ivo-Gagnoa, Lakota tire certainement son sobriquet de ville à gauche de cette déviation. N'empêche, Lakota présente un nouveau visage avec ses rues recouvertes de pavés, ses nouveaux sites de restauration et de magasins divers qui lui donnent une allure de ville touristique qu'on ne lui connaissait pas jadis. On ne reconnaît pas Lakota. Lakota est devenu joli. Nous qui n'avons pas d'activité, on a commencé à vendre. Aujourd'hui, il y a un changement à Lakota parce que la ville de Lakota commence par le carrefour de Lakota. Et avant, par le carrefour, les Lakota même étaient marginalisés. Lakota était même ignoré pour dire qu'il n'y avait même pas de possibilité pour accéder à la ville. Le développement de Lakota est une réalité aujourd'hui. Ce que nous attendions à Lakota, c'est ce qui est réalisé. Pour en faire une ville véritablement touristique, les nouvelles autorités s'emploient à de gros travaux d'aménagement et de réhabilitation. À l'image de la mairie des écoles en matière de construction, un nouveau dispensaire a vu le jour. Les travaux de construction d'un pont pour désengorger la circulation à l'entrée de la ville sont en cours.
Grâce au président de la République qui a bien voulu donc nous octroyer 3 milliards donc pour les routes. Et donc nous allons donc profiter donc de ce don-là pour transformer notre commune. Le premier magistrat de la ville de Lakota voit grand, à l'image du chef de l'État. Lui et son équipe ont déployé de gros moyens qui devraient donner bientôt à la ville fière allure, à l'image des villes métropolitaines comme Strasbourg. Nous avons pour copie la ville de Strasbourg, parce que Strasbourg est une ville animée, c'est une ville culturelle. Nous allons aussi donc développer ce secteur-là, tout ce qui est culturel ici à Lakota pour avoir donc de l'attraction. On va d'abord passer par la sensibilisation, expliquer le bien fondé. Et ensuite, nous allons donc travailler avec l'équipe municipale en place pour embellir notre ville. Pour une ville fréquentable, Lakota n'est pas loin de gagner son pari. Tellement toutes les franges de la population se retrouvent désormais avec plaisir dans ces rues éclairées, ces nouveaux lieux de distraction de jeunes, ces espaces verts et autres lieux de divertissement. Ici, c'était campement à gauche. Donc à partir de 18h, 17h même, on dormait déjà. Donc aujourd'hui, la jeunesse reste au dehors jusqu'à partir de minuit parce qu'il y a la lumière partout. Avec le nouvel engouement suscité par les autorités municipales, Lakota renaît de ses cendres, une ville sur laquelle il faudra compter dans la Côte d'Ivoire de demain, une Côte d'Ivoire qui est en train de réussir son pari de reconstruction. Voilà, vous venez de suivre la renaissance de Lakota. On parle culture maintenant, la 24e édition du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, s'est déroulé du 28 février au 7 mars dans la capitale burkinabé. Une forte délégation ivoirienne conduite par le ministre de la Culture et de la Francophonie a pris part à ce rendez-vous du 7e art africain. Le bilan, pour ce qui est des réalisateurs ivoiriens, est positif, a indiqué le ministre Maurice Bandama à l'heure du bilan. Prix de la meilleure série télévisée remporté par le téléfilm Chronique africaine de la réalisatrice Marie-Christine Hamon. Prix spécial du jury doté du trophée Félix Houphouët-Boigny du Conseil de l'Entente pour le long métrage Ron du réalisateur Philippe Lacotte. Et enfin le prix spécial dans la catégorie documentaire école glané par Félicia Kwaku. La Côte d'Ivoire n'a pas gagné d'étalon au 24e FESPACO, mais a eu une participation honorable, note le ministre de la Culture et de la Francophonie. Sur les 4 réalisateurs en compétition, 3 ont relevé le défi de positionner le 7e art ivoirien. En termes de palmarès, nous sommes heureux parce que la Côte d'Ivoire vient en 4e position en ex-aequo avec la Mauritanie qui présentait Timbuktu. Et être 4e sur l'ensemble du continent, c'est vous dire que la Côte d'Ivoire est revenue en force. Ces jeunes acteurs ont tous été soutenus par le fonds que le chef de l'État a mis à notre disposition. Et nous prenons l'engagement avec ces jeunes d'aller plus loin. La formation des cinéastes avec l'ouverture prochaine d'une école de cinéma, la professionnalisation des métiers du secteur et surtout le financement d'œuvres cinématographiques de qualité par le FONSIC, le Fonds de soutien à l'industrie cinématographique, sont quelques-unes des priorités du ministre de la Culture et de la Francophonie qui devraient permettre de repositionner le cinéma ivoirien. À l'étranger, les Israéliens sont appelés aux urnes mardi pour des législatives très incertaines qui décideront si Benjamin Netanyahou reste ou non aux commandes d'un pays confronté à des menaces sécuritaires et à de lourds défis sociaux. Une grande dame vient de nous quitter. Il s'agit de Botoulou Iri Rosalie, présidente de Cocovico. Conseillère économique et sociale, elle est décédée le 15 décembre 2014. Sa levée de corps a eu lieu ce vendredi 13 à Ivosep, à Trècheville. La dépouille mortelle a été conduite à Zionoula, sa ville natale, où elle sera inhumée demain samedi. Grâce Kando à Créagenor. Ivosep, ce vendredi 13 mars, il est 9h07 lorsque la dépouille mortelle de Irie Botoulou Rosalie fait son entrée dans cette salle bondée de monde. Amis, connaissances, parents et membres du gouvernement, tous étaient là pour apporter leur compassion. Je voudrais qu'ensemble nous implorons le Tout-Puissant pour que Rosalie repose en paix. Tout le monde sait
le rôle qu'elle a joué dans le domaine du vivrier. Nous allons l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure. Douleur, tristesse et désolation se lisent sur le visage. Boti Lou Rosalie a séduit plus d'un par ses qualités. Son dynamisme et son sens entrepreneurial dans le secteur du vivrier étaient reconnus de tous. Le pays a beaucoup perdu. La jeunesse féminine a perdu un grand modèle parce que nous avons beaucoup besoin d'elle. Nous avons besoin d'apprendre tout ce qu'elle savait et comment le secret de la réussite, parce que c'est une femme qui avait réussi. La preuve, vous avez vu le monde. En tout cas, on pleure et on ne finira pas de pleurer, Madame Boti Lou Rosalie. Maman, là où tu iras, repose. Des honneurs militaires lui ont été rendus avant que le cap soit mis sur le Conseil économique et social. En sa qualité de conseillère économique et sociale, ses pairs lui ont rendu un dernier hommage. Décédée le 15 décembre 2014 à Abidjan, Irie Boti Lou Rosalie laisse derrière elle un époux et des enfants inconsolables. Elle sera inhumée ce samedi 14 mars à Zionoula, sur les terres de ses origines. Irie Lou Rosalie rejoint ainsi la maison du Père Céleste, son Créateur, là où il n'y a ni deuil, ni cri, ni douleur, pour un repos éternel. C'est la fin de ce journal. On se retrouve demain à 20h pour un autre journal. Très bonne soirée sur RTI 1.